Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. J'avais fermé le micro en fait. Oui, certainement. Ok, donc vous avez la parole. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la voix du militant et ça fait toujours plaisir de prendre la parole lors de la voix du militant. Ça nous permet quand même de faire un peu le tour de la question autour du parti et un peu aussi autour de l'actualité. Et comme je l'ai dit, je dis déjà bonjour à tout le monde, à tous les Mao, tous les Chao, et un bonjour à la mer Blanc, un bonjour assez spécial à la mer Blanc et à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, éclaireur, bon, l'actualité c'est encore, je pense que ça c'est plus d'actualité finalement. C'était encore la liste électorale. Bon, moi j'ai vérifié, mon nom est sur la liste. Moi aussi. Donc ça veut dire que tu es mieux que l'autre. J'ai vérifié, mon nom est sur la liste. Donc en fait, comme je le disais, il y a beaucoup de mauvaise foi autour de cette histoire. Et Maître Abiba, franchement, moi je ne sais pas comment on recrute les avocats au barreau de Paris. Vraiment, ça amène à si c'est celle-là qui va défendre un dossier au barreau de Paris, vraiment. Et puis apparemment, on dirait qu'elle ne connaît pas nos réalités africaines. Non, elle est loin de la réalité. Chez nous, là, pour faire déclaration de décès, là, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué de faire déclaration de décès. Vraiment. Et quand Maître Abiba dit que Maître Dibi Kofi Dibi Kofi est mort, mais il est encore sur la liste, mais elle doit savoir que Maître Dibi Kofi ne viendra pas voter, ça c'est un. Mais on ne peut pas, sans des preuves palpables, sans un certificat de décès, parce que M. Dibi Kofi de sa tombe ne viendra pas donner le certificat de décès. Si sa famille ne fait pas le pas, on ne pourra pas non plus le radier. Mais si sa famille fait le pas pour dire, voilà son certificat de décès, enlevez-le de la liste. On le fait. Mais si on veut prendre ça sur nous pour dire oui, comme c'est un Dibi Kofi, il faut l'enlever. Mais combien de Dibi Kofi en Côte d'Ivoire? Les vivants vont se plaindre. Les vivants qui portent ce nom-là vont se plaindre. Pourquoi je ne suis pas sur la liste? Alors que j'ai rempli toutes les conditions. Bon, comment tu vas t'expliquer? Parce que ce sont des petites subtilités. Je ne sais même pas si on doit, si elle, Maître Abiba Touré, doit en faire un cas. Elle vient faire des exposés, et puis les gens, je sens des gens qui sont poussés des ailes. Oui, voilà, il y a des bébés qui sont sur la liste, il y a ceci qui est sur la liste, il y a des gens qui ont 120 ans qui sont sur la liste. Mais les erreurs de frappe informatique, ça existe, ça c'est un d'abord. Et de deux, mais attends, c'est une liste. C'est une liste. Quand les gens qui sont à Dabou, le président du conseil régional de Dabou, envoie une liste de personnes qu'il faut extraire de la liste, c'est ce qu'on vous demande. On vous donne une liste que vous allez faire, que vous allez vérifier pour venir vers la CEI pour dire, pas en conférence de presse, venir vers la CEI pour dire, voilà les irrégularités que nous avons remarquées et nous souhaitons que, à la lumière des informations que nous avons envoyées, nous souhaitons que ces personnes-là soient retirées de la liste. Mais apparemment, Maître Abiba Touré, qui est conseil de Gbagbo, on dirait qu'elle n'est pas le conseil de tous les militants de Gbagbo. Parce qu'il se plaint que Dogo Blé, ou bien CKCK, ou bien, je ne sais pas, les militaires qui sont en prison, sont encore sur la liste. Mais je ne sais pas. Peut-être que ça peut choquer certaines personnes qui ne sont pas bien averties. Parce que lorsqu'on vous condamne, vous avez 3 voies de recours. Vous avez l'appel et vous avez la cassation. Mais si les gens se pourvoient en cassation, et que même la cassation, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 15 ans, c'est au bon vouloir du juge et à la profondeur du dossier. Mais s'ils sont en cassation, mais la décision de condamnation n'est pas définitive. Mais comment voulez-vous les retirer de la liste? Bon, ce sont des petites subtilités comme ça que M. Abiba a utilisées pour pouvoir requinquer ou bien revigoriser les corps. Sinon, ça, ce sont des choses qu'on peut même expliquer à un enfant de ces pays. Le gars, il se pourvoit en cassation, il est en prison.
Lorsque la cassation sera finie, que ce sera définitif, que sa condamnation sera définitive, mais les années qu'il aura purgées là seront extraites de l'année de condamnation qu'on lui aura donnée et il ne sera pas sur la liste. Mais de toutes les façons, c'est quand il ne peut pas voter, il est en prison. Donc ça, c'est pas un problème. Le vrai problème avec les opposants, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de projet politique. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont rien. Ça veut dire aujourd'hui, parce que ce sont les étrangers, ils veulent prendre notre terre. Ça marche plus. Parce que quand tu dis, ils sont étrangers, mais attends, le troisième pont là, c'est pas Ouaga on a fait, hein. Le quatrième pont qu'on est en train de faire là, attends, c'est pas au Burkina Faso. Ah, l'usine d'épuration d'eau qu'on a fait, qu'on est en train de faire à Diaki là. Mais les gens là vont se dire, mais ça là, c'est pas à Bobo-Dioulasso, c'est chez nous. Mais s'ils sont étrangers, mais pourquoi ils font pas ça chez eux? Parce que ce sont des arguments qui ne peuvent plus marcher. Puisque les populations touchent de plein, ils touchent du doigt les actions de développement. Donc il y a certaines choses qui ne peuvent plus marcher du tout. Il paraît qu'on disait à l'époque, quand il va venir, il va vendre la Côte d'Ivoire à X personnes. Mais éclaireur, quand tu montes sur le troisième pont, tu vas jusqu'à la Riviera. Mais là, tu n'es pas allé à Paris. Hein? Quand tu vois toutes les réalisations qu'on est en train de faire dans le pays est un chantier. Ce discours de nationalisme ou bien ce discours de tribalisme, là, ça ne tient plus la route. Hein. Il faut trouver autre chose. Mais comme ils sont en retard, comme ils n'ont pas appris autre chose que ça, la roubladise, la tromperie, mais voilà pourquoi il faut trouver des subterfuges. Les subterfuges, ce sont des, comment on appelle ça, des boucs émissaires. Il faut trouver des choses pour pouvoir tenir en haleine l'opinion. Sinon, on vous dit de convaincre les gens, dites aux gens de venir vous voter, dites-leur pourquoi ils doivent vous voter. Il y a une vidéo qui circulait, je ne sais pas si je vous ai envoyé, où la jeune fille demande à Babou, mais monsieur le président, moi je m'appelle, c'est une fille du Nord, moi je m'appelle X personne. Comment vous pouvez me convaincre pour que je puisse vous voter? La vidéo est encore là. Et jusqu'à demain, Babou ne pourra pas convaincre cette fille-là. Jusqu'à demain, je ne sais pas, mais jusqu'à dans 100 ans, il a dit de toutes les façons, c'est comme au marché. Nous sommes des commerçants, chacun a son produit. mais cela ne donne pas le droit d'aller vendre des avocats pourris quand même. Donc, Babo, il a passé son temps à faire de la ruse, de la roubladise. Mais ça a des limites. C'est ce qu'on disait. C'est ce que je dis souvent ici. J'ai dit, on peut tromper le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et ce temps est arrivé. Aujourd'hui, comme le dirait un ancien premier ministre, il dit avant, tu pouvais gifler quelqu'un avant que tout le monde se rende compte là, vous êtes déjà réconcilié. Mais aujourd'hui, là, dès que la gifle passe, c'est sur Internet. Donc, tu peux fabriquer un mensonge, mais tout de suite, là, les gens vont aller vérifier pour voir, est-ce que ce qu'il dit là est vrai? C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce que Katina dit, on fait des fact-checking, on essaie de voir si ce qu'il dit est vrai. Ça ne colle même pas à la réalité. Bon, quand c'est comme ça, là, quand vous avez des personnes qui sont averties, c'est-à-dire des personnes qui sont éclairées, c'est très difficile d'aller vers eux pour leur dire, votez pour moi. Ils vont dire, non, votez pour toi, tu as fait quoi pour nous? Bon, ce que tu dis que tu vas faire là, pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 10 ans? Bon, les gens se rappellent. Donc ça aussi, c'est un problème pour eux. Le problème, c'est qu'ils ont déjà gouverné. C'est-à-dire, quand ils n'avaient pas encore gouverné là, ils faisaient croire aux gens qu'ils pouvaient transformer la Côte d'Ivoire en Manhattan. Mais au contraire, Joe, ils nous ont précipités dans l'abîme. Quand on prenait le pouvoir, on avait un PIB de moins 4%. Et aujourd'hui, on a, avec le dernier chiffre du FMI, on avoisine les 6%. Avec tout ce qui s'est passé comme pandémie, avec tout ce qui s'est passé comme difficulté à l'international, on avoisine les 6%. On fait mieux même aujourd'hui que la Chine. Et ça, on peut pas le nier. Tu n'aimes pas Ouattara, c'est pas grave, mais les chiffres là, on peut pas nier ça. C'est une réalité.
Et ça, là, tu peux pas convaincre d'autres personnes que tu pourras faire mieux. Tu ne pourras pas faire mieux. Voilà, on est en train de courir, on dit ici, oui, on s'est trop endetté, puis là, le FMI nous donne encore crédit. Ça dit, si notre taux d'endettement, c'est ce que je dis. Je dis que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que nos dirigeants font, mais nous, on a l'avantage d'avoir créé les richesses. On a cet avantage-là d'avoir créé et on continue de créer des richesses. Ça veut dire, même si, je ne dis pas, aucune œuvre humaine n'est parfaite, même si nous-mêmes on décrit des choses ici, c'est vrai, mais on a tellement créé de richesses, on a tellement, on a tellement mis le pays à un niveau qu'il y a certaines choses qui passent, même si on le condamne, mais qui passent, il y a beaucoup à faire. Ce qui reste à faire est énorme. On a fait beaucoup. Quand tu regardes de là d'où on vient, l'éclaireur, c'est franchement, regarde des pays comme le Libéria, qui sont sortis de guerre avant nous. Regarde la Sierra Leone. Regarde tous ces pays-là qui nous entourent, là, qui ont connu des difficultés. On connaît certains mêmes pays qui ne se sont pas embrasés comme nous, comme le Mali, le Burkina, le Niger et tout ça. Ils ne sont pas embrasés comme nous, mais qui ne peuvent même pas atteindre notre niveau de développement. Et ce qu'on a fait relève d'un miracle. Et ça, ce que le président Ouattara a fait relève d'un miracle. Et tout le monde le dit. Tout le monde est unanime. Attends, tu n'aimes pas le lien, mais il faut reconnaître qu'il court vite. Donc ça c'est aussi, ce point-là aussi, je voulais aussi aborder ce soir. Et aussi, mais quand on parle des autres, il faut qu'on parle un peu de nous. Il faut qu'on parle de la chasse aux sorcières qu'on a décidé d'ériger contre nous-mêmes. Tellement on n'a pas d'opposants, on s'en fabriquer des opposants chez nous-mêmes. Oui, tellement nos opposants n'ont pas d'arguments, on s'en va chercher des opposants chez nous-mêmes. C'est-à-dire, on s'en va chercher nos cadres, nos leaders, qui sont en osmose, qui sont en phase avec la population, avec la base, pour les combattre. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce qu'arrivé à un moment donné, ces indépendants-là qui viennent à chaque fois vous remettre leur pouvoir, à chaque fois vous remettre leur victoire, pour vous dire, vous êtes trompés, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Arrivé à un moment donné, ils vont se mettre ensemble. Quand ils vont se mettre ensemble, ils vont créer une troisième force centrale qui prendra un peu de partout. Ils prendront un peu de partout. Ils vont avoir une idéologie centrale où ils prennent un peu de gauche, un peu de droite, et ils seront là. Ils vont présenter quelqu'un et ils vont gagner. Parce qu'eux, au moins, ils se rappellent de qui fait d'eux des chefs. Mais l'arrogance qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas d'où on tire ça. Mais éclaireur, on vient de loin. Peut-être que ceux qui le font aujourd'hui n'étaient pas là en 94. Où nos parents étaient pourchassés dans les mosquées. Où ils étaient traités d'étrangers. Et il y a des gens, même, on leur spoliait leur nationalité parce qu'on disait qu'ils étaient des étrangers. Mais on vient de tout ça. Et c'est ça là, vous nous servez. Pensant que vous êtes arrivés. Un pouvoir n'est jamais éternel. C'est vrai, moi je sais que au Burundi, le parti au pouvoir, il est resté au pouvoir de 1966 jusqu'à récemment, là, jusqu'en 2021. Mais malgré ça, ils ont quitté le pouvoir. Mais ça, c'est le plus long pouvoir que l'Afrique ait connu, hein, de manière démocratique. Hein. C'est-à-dire, ils ont fait l'alternance entre eux jusqu'à arriver à un moment, ils ont perdu le pouvoir. Mais le Burundi, c'est un exemple à part parce que ce sont des gens qui véritablement, quand ils ont compris que leur richesse était dans le diamant, ils ont fait des filières de formation de diamants, ils ont permis à toutes les familles, d'envoyer un enfant au moins pour étudier. Et là-bas, la réduction de la richesse, c'est une réalité, quoi. Mais je te rappelle que celui qui a mis le plan d'ajustement structurel à cette époque-là, à l'époque où je suis en train de dire dans les années 60, 70, 73, à l'époque, c'était Alassane Ouattara. Le Burundi aujourd'hui, c'est un exemple c'est un exemple économique viable en Afrique. Parce qu'on ne les voit pas comme ça, mais bon,
éclaireur, qu'un pays se porte mieux. On me dit si tu as déjà vu un truc, comme on appelle ça, un étudiant ou bien, je sais pas, tu as déjà vu un Burundais chez nous là-bas. Non. Alors que chez nous, là, toutes les nationalités passent. Hein. Mais tu as déjà vu un Burundais? Non. Tu ne verras pas. Parce que là-bas, franchement, ce programme d'ajustement structurel, quand ils l'ont mis en place et qu'ils l'ont pratiqué, Alassane Ouattara qui était à la manœuvre. C'est qu'il est rentré au FMI en 68. Et en 73, on l'a envoyé au Burundi pour aller gérer ça. Ils l'ont tellement bien géré qu'aujourd'hui, il n'y a pas de violence là-bas. Il n'y a pas de bruit. Ils ont gardé le pouvoir jusqu'à... Ils ont perdu le pouvoir il n'y a pas longtemps. Mais c'est le même modèle de gestion. C'est le même modèle de gestion. C'est quelques petits ajustements seulement. Mais ça n'envoie pas la violence. Tu vois? Mais c'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Et aujourd'hui, quand tu regardes dans le classement d'une business, le Burundi, ils ont des places acceptables. Quand tu regardes dans la lutte contre la corruption, ils sont dans les 30 premiers. Tu vois? Quand la continuité de l'État est une réalité, en réalité, les populations ne souffrent pas. Et moi, je pensais que le RHDP allait adopter ce genre d'attitude. Le RHDP allait être plus proche des populations et voir être en phase avec les populations pour facilement garder le pouvoir. Parce que quand vous faites comme ça, là, c'est nous qu'on va aller dire aux gens, pardonnez, votez-nous, s'il vous plaît, votez-nous. Est-ce qu'on a bien dit, s'il vous plaît, votez-nous avec tout ce que Ouattara a fait? Mais parce que c'est l'attitude, c'est le comportement que vous avez vis-à-vis des gens qui font que les gens même, ils n'aiment pas aller voter. Oh, si les gens ne votent pas, vous ne gagnez pas. Ça, c'est une réalité. Donc, je voulais aussi, je voulais aussi, bon, je vais pas trop continuer à parler de ça. S'il y a d'autres personnes dans le panel pour qu'on continue ou bien pour qu'on en parle, on peut en parler, quoi. Mais je voulais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je suis à l'écoute. Il y a quelque chose à ajouter. Je crois que ce qui est déjà bien énoncé, il n'y a plus grand chose à dire. Hein. Vous êtes venus, vous nous avez mis en face de notre propre conscience des exemples pragmatiques. Le Burundi, ça existe en Afrique. Ce n'est pas un État extra, je dirais, exoterrestre, en dehors de la planète Terre. Quand on donne les leçons et qu'on dit les enfants des autres ont réussi, c'est votre papa là qui allait faire leur réussite là. Ça doit nous amener à réfléchir. Pouvons-nous être si inconséquents envers nous-mêmes que du fait que nous n'ayons pas d'opposants, nous cherchons à créer de toutes pièces des opposants? Dans la nature, comme disait quelqu'un, tout se transforme, rien ne se perd. Demain, là, ces indépendants-là, vous êtes en train de leur donner du goût. Si hier, ils étaient minoritaires, si hier, vous avez eu besoin d'eux pour former une coalition politique à l'hémicycle, demain, là, eux-mêmes peuvent s'asseoir pour se dire, mais est-ce que nous, on ne peut pas aussi devenir une formation politique? Puisque nous avons un acquis que les autres n'ont pas, c'est que nous sommes dans le peuple, là, et le peuple se reconnaît en nous. Puisque les embourgeoisés, ceux qui mangent le caviar le matin, se coupent de la réalité du peuple. Et quand on est coupé de la réalité, en réalité, gérer un pouvoir est plus difficile que l'acquérir. C'est comme quelqu'un, quand il devient riche là, c'est pour rester riche là qui est plus difficile. C'est pourquoi on dit, pourquoi les riches là, leur affaire d'argent est difficile? Parce que lui, il connaît. Il veut même plus expérimenter à nouveau la pauvreté. Donc là, lui, il va te maintenir dans ta pauvreté pour que lui soit en haut. Et donc, c'est ça, c'est la gestion du pouvoir et son maintien qui est le plus difficile. Et ça ne se fait pas dans l'improvisation, dans l'amusement. Il faudrait que les dirigeants actuels comprennent cela. Voilà. En fait, je voulais aussi conclure, juste pour parler juste un peu de la dette. Les gens se plaignent hein, qu'on est surendetté, on est très endetté. Mais nous, on a une capacité de dette. La capacité de dette fixée par lui ou moi, c'est 75%. C'est-à-dire, sur chaque 275, nous, on est à 40%. Mais souvent même, on peut jusqu'à 55%. C'est-à-dire qu'on est très loin de la limite de notre taux d'endettement. Mais éclaireur, les pays que nos voisins envient, là, le Ghana,
Le Ghana a 87%, pourquoi ils n'en payent pas? 87%. Le Japon a 236% de dette. Le Japon. Allô? Donc, je suis un appel. Oui, vous m'entendez? Ok, un peu difficilement, c'est comme si vous étiez un peu loin. Attendez, 2 secondes. Voilà, c'est bon maintenant. Oui, J'ai oui. reçu un appel là, donc ça m'a Ok, pris un peu. il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est bon. Voilà. Donc, les gens nous disent qu'on a endetté le pays. Bon, d'accord, éclaireur, on a endetté le pays. Mais ça se voit, hein. La dette là, ça se voit. Ça se voit. Les ponts sont là, les routes sont là, les lycées, les collèges, les universités. Ça se voit, les hôpitaux sont là. Éclaireur. Et on est seulement à 55% de notre capacité. C'est-à-dire 55% de la dette. Or, lui au moins nous fixe comme limite là, 75%. On ne prête à quelqu'un que quelqu'un qui est solvable. On lui donne de l'argent à quelqu'un qui peut rembourser. Ou dit en français, de Trècheville. Donc, si en Côte d'Ivoire on s'endette et qu'on fait des travaux d'intérêt public et d'intérêt général, mais où est le problème? Maintenant, le Ghana, quand les gens vont au Ghana, là, ils sont tellement stupéfaits de voir les infrastructures, tout ça. Ah, mais le Ghana, c'est un bon pays, c'est comme ceci, mais le Ghana a 85% de dette et 87% de dette. Mais ça n'empêche pas les Ghanéens de dormir. On ne voit pas d'opposants ghanéens critiquer la dette ghanéenne. Hein? Donc ça, en fait, ils veulent dire aux gens, en fait, c'est toujours dans la manipulation, hein. Ils veulent dire aux gens, ah, ils sont en train de vous endetter. Mais le président Ouattara, la dette qu'il fait là, mais, éclaireur, on a un pont à péage. Le pont à péage là, c'est nous-mêmes les Ivoiriens qui payons. C'est nous qui payons. C'est nous qui remboursons la dette. Pour ne pas trop rentrer dans le secret des dieux, ce pont-là, on a payé. Hein. Le président Ouattara les a appelés pour leur donner leur argent. Actuellement, l'argent que nous on paye, là, ça va dans le trésor public de Côte d'Ivoire. Donc, c'est de l'argent qu'on donne pour le pont, troisième pont qu'on donne là, ça se retrouve encore dans nos collectivités. Ça se retrouve dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos hôpitaux. L'argent nous revient en fait. Donc, c'est pas de l'argent qu'on envoie à l'étranger. Ça, c'est un. Et de deux, le Japon est le pays le plus endetté au monde. Le Japon a 236% de taux de dette. La Belgique a 103. Le Mozambique, 131. Je peux citer comme ça, hein, pêle-mêle, pour dire que la dette, tant que la dette est bien utilisée, les gens n'hésiteront pas à vous donner de la dette. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, on veut véritablement, moi, ce que je reproche un peu, oh, mais aujourd'hui, mon téléphone est devenu bizarre, hein. Vous m'entendez quand même? On vous entend parfaitement. Aujourd'hui, là, je ne suis pas bien. Vous m'entendez quand même? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, d'accord. Mon téléphone, là, aujourd'hui, c'est bizarre. Donc, comme je le disais, donc, prendre la dette comme argument et dire que on est en train d'endetter le pays, ça ne doit plus effrayer quelqu'un. Parce que tout individu que nous sommes là, lorsque nous avons un projet immédiat et imminent, la meilleure manière de la financer, c'est la dette. La meilleure manière de financer un projet, c'est la dette. C'est vrai que les gens disent que quand tu as du cash, c'est bon de financer ton projet par le cash. Mais si vous voulez un jour on va faire un petit cours d'économie, vous allez trouver que la dette te donne plus de biens et plus de rentabilité que l'argent cash que tu vas mettre dans le financement d'un projet. Un jour on va faire ça. Donc, comme je le dis, il ne faudrait pas que les gens utilisent ça comme argument parce que ça ne tient plus. Ça ne tient plus. La Côte d'Ivoire on a créé beaucoup plus de richesses. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, on avait
le budget du pays était évalué à 2500 milliards. Aujourd'hui, on frôle les 10 000 milliards. C'est-à-dire on a multiplié le budget du pays par 4. Quand le président Ouattara venait au pouvoir, la masse salariale de la fonction publique était de 900 millions. De 2012 à 2015, la masse salariale est passée à plus d'1 milliard, 1 milliard 900 millions. C'est-à-dire qu'il a doublé la masse salariale. Alors que pendant ce temps, Gbagbo disait, on ne peut pas prendre, tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la masse salariale était fixée à 35%. C'est ce que l'UEMOA fixait au pays. Mais quand le président Ouattara est venu, tellement on a augmenté la richesse, on a été autorisé à passer de 35 à 45%. Donc, on peut encore prendre des fonctionnaires parce qu'on a encore construit plusieurs écoles, plusieurs hôpitaux et tout ça. Parce que si on construit des hôpitaux, c'est pas le privé qui a travaillé là-bas, c'est des fonctionnaires. Donc, pour dire que quand tu crées des richesses, tu facilites la vie économique de ton pays. Et ceux qui vous prêtent de l'argent regardent ce que vous en faites en fait. Et puis, quand on dit qu'on est beaucoup endetté, on avait 6 milliards de dettes à l'époque, quand on était sous Gbagbo. Mais quand ils ont travaillé la dette, et que les gens voulaient nous faire des remises de dette, parce qu'on appelle ça le processus de désendettement et d'investissement. Tu me dois. Je sais que chez vous là-bas, vous n'avez pas d'hôpitaux. Je sais que le crédit là, tu ne peux pas payer. Mais moi, je te fais cadeau de ce crédit-là en construisant l'hôpital pour toi. C'est ça qu'on appelle le DDC, là, le processus de désendettement et d'investissement. Mais avec Gbagbo, ce n'était pas possible. Parce que tiens-toi bien, éclaireur. Au moment où il y avait beaucoup de coupures d'électricité, qu'est-ce qui s'était passé? Gbagbo a demandé à la CIE de seulement prélever le kilowattheure. C'est-à-dire de prendre l'argent des consommateurs seulement, de ce que les gens consomment. Tout ce qui est taxe là, lui, il va récupérer ça. Or, les taxes servaient à quoi? Ça servait à entretenir le réseau. Mais l'argent ne partait pas dans l'entretien du réseau. L'argent allait ailleurs. C'est pourquoi on a eu beaucoup de délestage à l'époque. Et encore, quand on avait Côte d'Ivoire Télécom, à l'époque, on avait Côte d'Ivoire Télécom, au moment où Gbagbo venait au pouvoir, on avait 51%. Quand il partait, on avait 20%. C'est-à-dire, il a cédé tous nos parts là à Orange. Donc, Orange est devenu majoritaire. Quand Orange est devenu majoritaire, ils ont commencé à renvoyer nos frères là, qui travaillaient là-bas parce qu'ils ne voulaient pas de doublons. Et tout ça, c'était sous Gbagbo. Gbagbo a tellement mal géré économiquement le pays. Parce que tout ce qu'ils ont fait là, c'est de la diversion. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas voir, ils ne voulaient pas qu'on voit clair dans leur gestion. Et un pays qui se porte économiquement mieux, c'est un pays qui a de l'avenir. Un pays qui va mieux économiquement, c'est un pays qui a de l'avenir. Actuellement, c'est ce que je disais la dernière fois, on a encore des difficultés à la création des usines. Pas la création d'entreprises en tant que telle, parce que tu vas au ministère, là, en deux jours, tu as ton papier, tu as ton truc. Mais quel genre d'économie on veut? On veut une économie de transformation. Parce qu'actuellement, on est dans une économie d'importation. Mais si on veut une économie de transformation, ce qui veut dire qu'on doit implanter des usines chez nous pour transformer les produits avant de les exporter. Donc, pour faire cela, il faut faciliter la création. Ils ont voté une loi il n'y a pas longtemps, le dernier conseil des ministres là. Ils ont voté une loi où, pour avoir les terrains, vous devrez avoir des terrains déjà sécurisés, où il y a déjà l'ACD, il y a déjà le titre de propriété. C'est comme au Monopoly là, c'est-à-dire, tu achètes déjà le terrain qui est déjà prêt. Ou quand tu donnes le titre de propriété, tu n'as plus de problème. Ça, c'est une bonne loi et ça va dans le bon sens. Ça fait que quand quelqu'un va te vendre des attestations villageoises, là, ils ont supprimé ça. C'est-à-dire cette loi-là supprime ça déjà. C'est-à-dire le villageois qui va vouloir te vendre le terrain, c'est qu'il a déjà un ACD. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça peut encourager les gens à pouvoir venir acheter le terrain, sachant qu'après la transaction, déjà, ils ont le transfert de propriété et ils pourront déjà construire les usines.
Mais le problème aussi, c'est au niveau du branchement à l'électricité. Ça met trop de temps. 6 mois, c'est trop. 6 mois, c'est trop. Il faut qu'on en parle. C'est trop. C'est pas bon. Parce que quelqu'un qui vient mettre son argent au pays, ou bien mettre son argent, bien investir son argent, il veut même que dans la première année déjà, dans le N1 là, N-1 là, il faut qu'il voit le seuil de rentabilité. Mais si tu dois attendre 6 mois pour avoir accès à l'électricité, 6 mois pour avoir de l'eau, 6 mois, c'est-à-dire au bout d'un an, tu n'as même pas encore, c'est-à-dire ton usine même n'est pas fonctionnelle. Ça, c'est pas bon. Et ça, il faut qu'on corrige ça. On en parle. On est ici, c'est la voix du militant. Je sais que ça rentre pas dans l'oreille de sourd. Parce qu'à chaque fois ici, quand on parle, éclaireur, je t'assure que quand tu suis le conseil des ministres, tu vois que certaines de nos propositions sont prises en compte. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le reprendre là-bas. Ou bien on nous écoute et puis... Mais toujours est-il que la dernière fois ici, c'est ici, on a dit qu'on ne voyait pas comme on ne voyait pas l'apport de nos partenaires bilatéraux dans le budget du pays. C'est ici on a dit ça. Mais récemment, ils ont fait une certaine clarification. Et quand j'ai suivi le conseil des ministres, j'ai vu que les dons étaient véritablement séparés du budget. Et ce à quoi c'était alloué, ça a été dit. Donc ça veut dire que quand on parle ici, là, les gens ils écoutent. Donc on leur dit, Monsieur le Président, vous voulez qu'on fasse une transformation structurelle de l'économie. Une transformation structurelle de l'économie signifie qu'il faut qu'on ait on ait des bases assez solides dans cette transformation-là. Et pour ce faire, il faut véritablement faciliter un certain nombre de choses. La création des usines, par exemple, c'est-à-dire, on dit qu'on a pris un retard au niveau de la transformation industrielle. C'est vrai, l'Afrique est beaucoup en retard. Au niveau numérique, on essaie de rattraper notre retard. Mais Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, les gens, la dernière fois, ils nous ont menacés pour dire qu'ils n'allaient pas acheter notre cacao parce qu'on coupait la forêt pour planter nos cacao. Mais s'ils n'achètent pas, nous, on va transformer. Mais pour transformer là, il faut faciliter, il faut faire en sorte que les gens puissent venir implanter leurs usines. Pourquoi ils arrivent facilement à planter leurs usines en Chine, en Inde, au Maroc, dans ces pays-là? Pourquoi? Et puis chez nous, c'est difficile. La Côte d'Ivoire est un pays sûr. Quand tu regardes l'indice de sécurité, on a le même niveau que les Paris, les Londres depuis New York, en matière d'indice de sécurité. Donc ça peut pas empêcher les gens de venir. Mais qu'est-ce qui bloque, Monsieur le Président? C'est un peu ces petits détails-là. D'électricité, comment on appelle ça? En fait, la viabilité du terrain. Parce que c'est vrai que quand tu vas acheter une maison, une habitation, ça c'est facile. Mais une usine, là, c'est généralement en dehors de la ville. C'est-à-dire, c'est très éloigné. Donc, l'accès à l'électricité, c'est très, très important. Donc, il faut faciliter cela. 6 mois, c'est trop. 1 mois, maximum, on peut dire oui. Mais même si c'était en 2 semaines, c'était pas mauvais parce que l'électricité, c'est nous qui le produisons et nous sommes capables de le faire. Donc, éclaireur, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on est pris par le temps. On ne va pas trop tirer là-dessus. Mais c'est juste des bribes d'idées qu'on pourra quand même approfondir les jours à venir. Donc je m'arrête là, ne pas trop monopoliser la parole. Vraiment, c'est un énorme plaisir que de vous écouter et on aurait pu passer des heures, mais je vous assure que c'est tellement intéressant, on apprend tellement avec vous et c'est ça véritablement le rôle fondamental de la classe éclaireur pro-vérité. Je vais te trahir un secret aujourd'hui. La voix du militant, là. C'est pas moi-même, je me suis levé un matin. On m'a appelé, on dit, il faut faire ça. on dit, toi, là, on dit, il faut faire de bouche, là. Il faut laisser les gens parler, nous, on va écouter. Et tu vois, ces jours-là, quand on arrive sur la voix du militant, je parle très peu. Parce que l'autorité même veut savoir ce que les gens veulent et ce que les gens font. Et vous voyez combien de fois c'est intéressant. Quand vous sortez, vous dites ce qui a marché, ce qui ne marche pas. Voilà ce qu'on propose. Chers frères, je peux vous dire qu'on est plus que écoutés. Et c'est une marque de respect qui vaut déjà pour nous son pesant d'or.
Bah oui. Et quand tu as déjà l'oreille du roi, est-ce que tu as encore besoin d'aller faire de la publicité? Non, non. Et donc, c'est pourquoi nous disons à nos parents, quand vous avez des problèmes, des difficultés, venez parler. C'est encore mieux quand vous sortez parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous pouvez mieux expliquer parce que moi, je ne peux pas être là-bas, mais je peux poser des questions pour approfondir mais savoir le plus. Et donc, ceux qui suivent très bien les faits, quand ça finit aussi, on nous envoie les manifestes même des conseils des ministres. On voit toutes les choses évoluent. C'est vraiment tellement intéressant. Il faudrait que les gens s'en inspirent. Et puis, c'est ça. On pourrait peut-être tout reprocher à ce gouvernement-là, mais quand même, il y a des oreilles attentives, des personnes très sérieuses qui font du bon travail aussi. Ça, il ne faut pas les négliger. Non, c'est vrai. Voilà, et c'est très important. Vraiment, merci à vous-même qui enrichissez, parce que venir donner de ces idées pour aider son pays, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand on a des gens comme vous qui donnent du temps pour conscientiser et pour surtout former les masses, ça donne tout le sens même qu'il faut à la classe éclaireur pro-vérité. Parce qu'ici, en réalité, tout le monde est professeur et en même temps, tout le monde est élève. Parce que si tu ne connaissais pas... Effectivement, on apprend beaucoup. Si tu ne connaissais pas, et parce qu'on aborde presque tous les champs, que ce soit la religion, que ce soit la métaphysique, que ce soit la spiritualité, que ce soit la politique. En fait, à partir des petits sujets qu'on développe, on glisse dans tous les sens. Et donc, ça fait qu'on apprend beaucoup. Par exemple, quand vous parlez du Burundi, à part Pierre Nkurunziza, moi, je ne m'intéressais pas trop à ce pays-là. Mais je me suis dit qu'au moment où tu parlais, donc je vais aller bien fouiller ce pays-là maintenant. Pardon, éclaireur. Botswana, pas Burundi. Botswana. Le Botswana, voilà, je voulais dire. Pas Burundi, Botswana. Voilà. Botswana, pas Burundi. Ok. Mais, Botswana, ok. Donc, tu vas voir... Leur matière première, c'est le diamant. Oui, oui. Donc, je vais beaucoup m'intéresser à ce pays-là pour voir leur modèle et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils réussissent mieux que d'autres pays africains. Et ça veut dire que je vais retourner dans les annales pour voir. C'est ça le rôle de la classe éclaireur pro-vérité. Et quand on voit des cerveaux comme vous, que vous mettez à la disposition du peuple, c'est encore un énorme plaisir pour nous. Et on ne peut que vous dire vraiment merci beaucoup. Merci infiniment. C'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci, frère. Ça fait toujours plaisir de venir partager, parce que le partage aussi, ça nous profite à nous-mêmes. Parce que quand tu partages, il y a quand même des gens qui savent et qui vont aussi actualiser aussi les données, qui viennent aussi nous enseigner. Et ça, c'est très important. C'est très, très important parce que dans le partage, c'est mutuel en fait. Effectivement. On apprend des autres, les autres apprennent de nous, et puis ce sont des échanges. Tu vois, moi, quand quelqu'un parle de quelque chose tout de suite, je vais faire des recherches. Pourquoi? Mais s'il n'en avait pas parlé, peut-être que je n'allais même pas y penser. Effectivement. Et ce sont ces échanges-là qui sont très intéressants, quoi, en fait. Vraiment, merci beaucoup. Et comme dirait l'autre, on se retrouve encore demain et on va encore faire d'autres émissions. Et je vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce divine. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, chers EPV, merci à vous-même. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons. C'est ça le mythe de Prométhée. Le feu est la seule chose. Quand on distribue, elle ne fait que s'amplifier. Alors que les autres choses dans la nature, plus ils se dispersent, ils diminuent. C'est ça aussi la connaissance. Plus vous donnez, plus vous l'agrandissez. Chaque EPV, même si tu ne connaissais rien, le peu que tu connais là, quand tu vas aller dire ça devant les autres, tu deviens leur professeur. Maintenant, toi qui connais tout là, quand toi tu viens ici là, tu deviens nous notre maître. Nous on s'assoit et puis on prend. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ce qui fait qu'on n'est ni élève, ni professeur. Ça dépend du niveau où l'on se situe. Continuons à être nous-mêmes. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu guérisse tous les malades de la Côte d'Ivoire sauf une seule personne.